organisme, qu'elle a fait une partie de son travail financé de la organisation, ici en sciences humaines et sociales, et qui est partie maintenant dans le nord, à Nancy, et dans l'Est, c'est du nom de sud-est, donc c'est juste notre nord, qui est infectiologue et qui est spécialisé dans le contrôle de la prescription d'antibiotiques. Voilà. Donc elle va vous expliquer pourquoi il faut obéir. Ce qui va être une tâche. Un grand merci pour l'invitation. Effectivement, j'ai passé 3 ans de postdoc en quelque sorte à Marseille, dans l'équipe de Jean-Paul Boitier à l'époque, et grâce au financement de l'IHU. Je remercie pour le financement, ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses. Donc là, je vais vous parler un peu d'un l'utilisation des guidelines. Je vais utiliser l'exemple de l'antibiothérapie que je connais bien. Ça va plus être quelque chose dont on va discuter ensemble, et je suis sûre que Didier Raoult ne sera pas d'accord avec tout ce que je vais dire, mais je crois pas qu'il y ait de vérité universelle sur les guidelines, c'est vraiment compliqué. Donc déjà, une définition, je vais parler des guidelines sur 2 aspects. Je vais parler des scientific guidelines, donc les recommandations faites par les sociétés ou des autorités de santé avec des niveaux de preuve, des gradations. C'est ce qu'on appelle souvent recommandations de pratique ou guidelines chez nous. Puis après, il y a tout ce qu'on a dans notre poche comme livret qui sont aussi des guidelines, mais qui sont plus des guidelines de pratique mis à disposition des cliniciens pour bien prescrire les antibiotiques, et qui peuvent être des variations locales, régionales ou nationales de guidelines scientifiques publiées par exemple à l'international. Donc c'est le même terme, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes règles qui s'appliquent et les mêmes formats d'utilisation. Donc déjà, première question, est-ce que ça sert à quelque chose, les guidelines? Est-ce que ça a un impact sur les pratiques et un impact sur la mortalité? Alors en général, quand on regarde la littérature, oui, il y a peut-être un biais de publication. Donc on a l'impression que ça améliore la qualité de l'antibiothérapie, que ce soit en utilisant une antibiothérapie plus appropriée ou un large spectre de durée appropriée. On a l'impression que ça améliore aussi le pronostic du patient. Mais quand on lit tout ça, et je vous montrerai le niveau de preuve, il n'est pas quand même exceptionnel, on se demande aussi si le fait de mieux respecter les guidelines n'est pas aussi associé à une meilleure prise en charge globale, si ça ne peut pas être un marqueur de substitution d'une prise en charge globale qui serait également différente. Et ça, c'est assez peu abordé dans les études. Donc si on regarde un petit peu la littérature, on a vraiment l'impression que d'avoir une antibiothérapie conforme aux recommandations est considéré comme un indicateur qualité dans la littérature. C'est ce que les collègues néerlandais ont démontré dans ce papier, qui est une revue systématique de la littérature associée à un processus de consensus. Et c'est également ce que le projet Dry Baby, dans lequel je participe, qui est un projet européen public-privé, tend à démontrer dans la revue de la littérature. Quand on regarde si l'antibiothérapie probabiliste conforme aux recommandations est associée à une réduction de la mortalité, dans cette revue systématique de la littérature toujours faite par la même équipe néerlandaise, donc c'est vraiment fait dans les règles de l'art avec une méta-analyse, ils ont trouvé 40 articles qui pouvaient être inclus sur cette thématique, en sachant que c'était principalement des études sur les pneumonies communautaires, et ils montrent que oui, avoir une antibiothérapie probabiliste conforme aux recommandations est associé à une réduction de la mortalité avec un risque relatif de 0,65 dans la méta-analyse. En sachant que quand même, le design des études est souvent suboptimal, avec pas mal de biais dans les études qu'ils ont inclus dans la méta-analyse. Donc on va dire que probablement, c'est associé, mais le niveau de preuve n'est quand même pas d'une solidité extrême. Quand on regarde un petit peu, parce qu'on a tous l'impression, quand on essaie de mettre en place des recommandations dans notre hôpital et nos services, que finalement, les recommandations sont pas assez suivies par les cliniciens. Quand on regarde toute la littérature sur les freins à l'utilisation des recommandations par les cliniciens, alors ça tombe bien, Jean-Charles est ici, on avait fait une étude ensemble quand j'étais entre Nice et Marseille, dans 2 services d'urgence de Marseille et un service d'urgence de Nice, et on avait voulu tester quelque chose de très simple, on avait fait ensemble, ça avait pris du temps, une aide informatisée à la décision qui en fait mettait en format d'aide informatisée, donc très accessible, plutôt bien fait, les recommandations nationales sur les infections urinaires. Et on avait mis à disposition cet outil des urgentistes à Marseille et à Nice. Et on espérait voir une amélioration des antibiothérapies conformes aux recommandations dans les 3 services. On avait dans chaque service, pour essayer de motiver les cliniciens à utiliser l'outil, qui était complètement interfacé avec le terminal urgence, le logiciel qu'ils ont aux urgences. Donc chaque fois qu'il y avait un diagnostic d'infection urinaire, il y avait un pop-up et la proposition d'utiliser l'aide informatisée de la décision pour que ce soit pratique pour eux. Donc dans chaque service, on avait mis un clinicien leader qui était chargé de motiver les cliniciens à utiliser l'outil. Et alors on regarde ici les résultats. Là, vu que c'est à l'oral assez filmé, donc je ne vais pas trop
pouvoir donner qui est qui. Mais en gros, le centre A, donc ça c'est la période où il n'y avait rien, ça c'est la période où on avait mis à disposition le PDF des recommandations, et ça c'est la période 3 où on avait mis à disposition l'outil d'informatique et la décision. Et quand on regarde antibiothérapie appropriée, c'est-à-dire le choix de la molécule et la durée, en fait ça ne bouge absolument pas dans ce service d'urgence entre les trois périodes, aucun impact. Deuxième service, pas d'intervention, l'aide, et on enlève l'aide. Là aussi, ça ne bouge pas du tout. Troisième service, pas d'intervention, l'aide, pas d'intervention, c'est le même design pour les deux services. Là, on voit plus 20% d'antibiothérapie appropriée lorsqu'il y a l'aide informatisée. Quand on la retire, on retourne au niveau baseline. Donc, je ne dirai pas qui est qui, parce que je suis filmée. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que la prévalence de l'utilisation de l'aide était à peu près similaire dans les centres A et C, alors qu'on voit que A, il n'y a pas eu du tout d'impact de l'aide informatisée, par contre le centre B avait moins utilisé l'aide. Donc c'était quand même un peu délirant hein, quand on vient de regarder les résultats, c'était dans le centre A, ils ouvraient l'aide, ils l'utilisaient pas. Alors que dans le centre C, ils ouvraient et ils suivaient plus ou moins les recommandations. Donc tout ça pour dire que il ne suffit pas de mettre à disposition des recommandations pour qu'elles soient utilisées. Loin s'en faut. Et en fait, il y a vraiment un problème culturel, un problème de sciences comportementales, et notamment quand on regarde la littérature, on est frappé par le fait que l'importance des recommandations est très très ancrée dans les pays du nord de l'Europe, alors que dans les pays du sud de l'Europe, grosso modo, il y a assez peu de gens qui parlent de recommandations. Alors chez eux, c'était vraiment partie des critères de qualité, des choses qu'ils mettent en place et qui marchent bien. Et là aussi, en discutant avec des collègues, je me rappelle très bien, je suis avec un collègue britannique, je lui montrais le copie, ou les guides qu'on a en France, qui sont quand même assez épais, hein, ça fait une bonne centaine de pages en général, les guides qu'on met à disposition pour l'antibiothérapie. Et donc je lui montre le guide qu'on a, qui me dit mais c'est pour les infectiologues. Je dis non, c'est pour le clinicien lambda. Et en fait, chez eux, c'est pas du tout ça, c'est une guide très, très court, très pratique, c'est quasiment un poster, et ils estiment qu'après, si c'est plus compliqué, ils appellent le spécialiste. Donc on n'a pas du tout la même approche. Et donc ça c'est juste pour montrer un exemple, ça c'est l'affiche qui donne en format aussi poster, carte laminée à leur prescripteur en Écosse, c'est à 2000, je passe un an où j'avais récupéré leur truc. Et ça c'est toutes les recommandations simplifiées en un poster ou en une carte mis à disposition des cliniciens, tout ça n'existe pas. Enfin voilà, pas à ma connaissance, il y a quasiment personne qui fait ça, on fait toujours des choses très longues et très compliquées. Et ça, c'était juste pour rigoler, c'est pour dire qu'il y a vraiment un problème culturel, on ne fonctionne pas du tout pareil dans les pays, donc c'est juste pour donner deux exemples. En Allemagne, quand il y a un problème, il faut la solution. Aux États-Unis, ils envoient un drone, en Russie, il faut mettre en prison, en Chine, il n'y a pas de problème. Au Royaume-Uni, ils prennent le thé et ils trouvent la solution. En Italie, en Portugal, ils prennent des bières, et en Irlande, ils prennent des bières et après, il n'y a plus de problème puisqu'ils sont complètement bourrés. En Espagne, ils font la sieste. En Italie, ils mangent un bon plat et trouvent la solution. En Allemagne, ils ont déjà la solution et ça devient un problème. En France, on a un problème et on trouve plein de problèmes. Et ça, c'est un truc humoristique, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a un problème culturel. Et vraiment, quand on parle avec notamment les Néerlandais ou les Scandinaves, eux, ils ont des recours. Quasiment tous les médecins suivent des recours, ils ne voient pas de problème. Mettez des recours en France, en Italie, en Espagne, personne les utilise. Donc il y a un problème culturel et comportemental à prendre en compte. Et donc ça, c'est déculé dans la littérature depuis un certain temps, par notamment Cabana, son papier Princesse, que tout le monde connaît, qui s'était attaché à travers une revue de la littérature à expliquer les freins à l'utilisation des recommandations. Pourquoi les cliniciens ne suivent pas les recours et quels sont les freins, les catégories de barrières. Et donc il y a un joli schéma avec des choses qui sont assez évidentes, hein, liées à la fois aux connaissances, aux attitudes et aux comportements. Donc par exemple, les freins, ça peut être les cliniciens ne sont pas familiers, ne les connaissent pas, c'est peut-être trop gros, c'est peut-être ça prendrait trop de temps, les guidelines ne sont pas accessibles, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, ça fait aussi la même chose, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec les guidelines en général, peut-être qu'ils pensent que ça ne va pas changer le pronostic du patient, peut-être qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas les appliquer, peut-être qu'ils ne sont pas motivés. Peut-être qu'il y a des barrières extérieures, peut-être qu'il y a des facteurs liés au groupe, peut-être qu'il y a des facteurs environnementaux, etc. Et donc cette littérature, en fait, peut aider à mettre en place une intervention pour améliorer la conformité des prescriptions conformes aux recommandations, à essayer de prendre en compte tous ces différents freins pour que votre intervention soit la plus couronnée de succès possible. Et penser à tout ça avant de mettre en place des recommandations dans un service. Alors, dans le travail qu'on avait fait avec Jean-Charles, on n'avait volontairement pas fait tout ça, on avait juste donné un clinicien responsable parce qu'on était parti du principe que si un jour des recommandations informatisées sont mises à disposition en France par les autorités de santé, on peut toujours rêver,
il ne va pas y avoir une démarche aussi compliquée qui va être mise en place dans tous les services. Donc on avait voulu voir si avec un minimum d'implication, c'est-à-dire un leader par service, il y avait potentiellement un impact. Et un deuxième qui est vraiment bien fait, alors c'est vraiment de la littérature de sociologue, en fait, de sciences humaines et sociales, c'est en 2013, pareil, on revue la littérature sur cette fois une checklist qui identifie les déterminants et les freins au changement des pratiques. Donc c'est un gros papier compliqué, mais ça vous permet aussi de faire éventuellement une analyse des freins préalables à une intervention et de faire en sorte que votre intervention soit couronnée de succès, en tout cas la moins non couronnée de succès possible. Alors après, quand on regarde un peu aussi la littérature sociologique, ça c'est un joli papier qui vient juste de pareil, pardon, c'est 2016, c'est pas 2006, c'est une erreur de frappe. Donc c'est des sociologues qui ont été regardés comment les cliniciens fonctionnaient dans un hôpital au Royaume-Uni. Bon, c'est du commun sens, c'est du bon sens, et en fait on s'aperçoit que même au Royaume-Uni, où les guidelines sont quand même partie prenante de la culture, ce qui détermine le plus les comportements de prescription, c'est l'influence de l'expérience et des habitudes, avant l'influence des recommandations. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte ça si on veut changer à terme les comportements de prescription. Et ce qui est extrêmement important, c'est la norme sociale et l'environnement, c'est-à-dire si vous avez une norme sociale qui fait que ne pas être conforme aux guidelines, c'est quand même mal perçu, vous allez plus facilement vous conformer à ce que vous voyez dans votre environnement. Alors, quand on dit tout ça, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut probablement, si on veut mettre en place des recommandations, faire une analyse préalable des freins, les prendre en compte et essayer de trouver des solutions avec les équipes en place. Il faut probablement que les recommandations locales ou régionales que vous allez mettre en place soient développées, adaptées, avalisées par un groupe local multidisciplinaire pour qu'ils s'approprient en quelque sorte l'initiative, parce que c'est quand même plus facile à ce moment-là qu'ils puissent motiver leurs collègues à utiliser les recommandations. Et il faut bien sûr mettre à jour régulièrement les recommandations locales. Il faut évidemment faciliter l'accès, on a vu que c'était quand même une barrière importante, et donc rendre disponibles des guidelines sous de multiples formats, donc des posters, des cartes, des leaflets, l'intranet, le smartphone, etc. Et rendre ça facilement accessible et informer les cliniciens que les recommandations sont à tel ou tel endroit. Et ensuite, et ça je pense que c'est hyper important, la littérature sociologique sur comment les prescripteurs prescrivent les antibiotiques, ce qui ressort, c'est que les internes sont très souvent soumis à la pression des seniors, ce qui est logique, puisqu'ils prescrivent sous la supervision des seniors, mais souvent ils ont à gérer des conflits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que les seniors veulent leur faire. Et donc je pense que si on veut changer de pratique, il faut à la fois cibler les seniors et les juniors, parce que si on ne cible que les juniors, et qu'eux sont au courant des guidelines, et que les seniors veulent continuer à faire comme ils faisaient il y a 20 ans, là on va avoir un énorme conflit, et ce qui va gagner à la fin, ça va être le senior. Donc il faut vraiment s'occuper des dossiers. Et enfin, et ça je pense qu'on ne fait peut-être pas assez, je crois qu'il faut vraiment habituer, si on pense que les guidelines c'est important, habituer les étudiants dès leur plus jeune âge à les utiliser, donc vraiment que ça fasse partie de leur quotidien, et les apprendre à rester critiques. C'est-à-dire, on verra après, les recommandations, c'est pas pour 100% des patients, c'est pour la majorité. Donc quand on ne fait pas comme les guidelines, il faut juste savoir pourquoi et le noter dans ce dossier, c'est pas un souci. Il faut apprendre à raisonner, à rester critique, mais savoir utiliser aussi les recommandations quand ça peut simplifier la vie. Alors, ensuite, ça c'était les côtés faciles. Les problèmes des recommandations. Alors, tout d'abord, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est dans la littérature, vous avez vu, être conforme aux recommandations sans indicateur qualité. Why not? Le problème, c'est qu'on oublie complètement que quand on est conforme aux recommandations, ça veut dire qu'on pense que le diagnostic qui est donné par le clinicien est le bon. Et ça, c'est rarement vrai. En fait, quand on fait des audits, on va voir les patients et on compare ce que l'on ferait nous experts à ce qu'a fait le clinicien qui est moins expert. En fait, il y a des erreurs diagnostiques dans au moins 30% des cas, si ce n'est pas 50%. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas explorer la qualité de l'antibiothérapie uniquement en évaluant la conformité aux recommandations. On manque tout ce pan qui nécessite d'aller faire une analyse un peu en profondeur des prescriptions et des patients. Deuxièmement, est-ce qu'on peut considérer que les guidelines doivent être appliqués à 100%? Parce que l'indicateur qualité, c'est je veux que plus de 95% de mes prescriptions soient conformes aux recommandations. Non. Même chez les néerlandais, il y a maximum 80% de conformité aux recommandations, parce qu'en fait, il y a toujours 20% de patients qui ne rentrent pas dans les cadres des guidelines qui sont plus compliqués, où il n'y a pas de guidelines. Et donc, il ne faut pas considérer que la cible est supérieure à 95%, ce serait une erreur. Alors là, on va dans le dur. Est-ce que les guidelines sont toujours basées sur les preuves? Eh bien non, c'est bien ça le souci. C'est bien ça qui fait qu'il y a des grosses polémiques sur les recommandations.
Donc on avait publié ce papier, c'était Didier Roth qui était éditeur de CMI, où on avait voulu volontairement évaluer les pratiques déclarées, c'est un questionnaire des cliniciens experts en antibiothérapie sur les endocardites infectieuses. On avait volontairement ciblé tout ce qui dans les recommandations n'était pas evidence-based ou qui était sujet à controverse. Donc ça pouvait être l'hydrolémérose par exemple, qui n'était pas du tout abordé dans la recommandation, parce qu'on met les aminosides une fois ou 3 fois, c'était mal expliqué dans les recommandations, etc. Et on avait montré qu'en fait il y avait des variations majeures de pratiques dans une population d'experts. C'était des infectiologues et des microbiologues qui donnaient des avis sur les endocardites. Et donc en fait, ce qui est quand même très frappant, c'est qu'il y a plein de recommandations différentes en international sur le même sujet, et si on prend juste l'angine, c'est pas un truc simple, l'angine. En fait, il y avait ce joli papier, et c'est dans toutes les thématiques pareilles, qui avait montré que dans l'angine, qui est pourtant quelque chose de simplexe, il y avait des recommandations différentes dans la littérature. C'est quand même très très embêtant, mais très troublant. Et ce qui rend les travaux des gens qui font du stewardship un petit peu compliqués. Donc pourquoi? Alors certes, il peut y avoir des différences épidémiologiques. L'angine, angine astrato, c'est partout pareil dans le monde. Et la box reste. Alors là, c'était angine stratotoxique basique dans les recommandations. Ils arrivent quand même à faire des choses différentes. Je ne suis pas d'accord. Je sais. Il n'y a pas de rhumatisme articulaire. Oui, non, ça c'est sûr. Non. Donc, toute la filière de soins à partir de ça, c'est de considérer qu'il y a un lien entre le rhumatisme articulaire aigu et l'angine à streptocoque, qui n'est pas démontré. Alors, ça je suis d'accord, tout à fait. Les indications d'antibiothérapie dépendent des complications pour lesquelles on traite. Mais même en dehors de ça, le choix d'antibiothérapie est différent entre les repos, ce qui est quand même là un tantinet embêtant. Et les tests qui doivent être faits, les tests rapides par exemple, ça c'est complètement sujet à controverse. Donc c'est très très. C'est pas impossible de soigner ceux qui sont malades. Oui. Mais grave, plus c'est grave, plus il faut les soigner. Ouais, et là, il y a une grosse discordance dans la littérature, c'est quand même un tout petit peu embêtant. Après aussi, ce qui est très frappant, c'est que les recommandations sont souvent faites selon des perspectives différentes. Il y a des recours, notamment les recours françaises, c'est très selon la perspective de l'individu. Les recours britanniques sont faits en général par les autorités de santé et ont clairement un but médico-économique, ce qui laisse comprendre en fait pourquoi il y a de telles différences. Et ça, il faut savoir le regarder pour comprendre les choses. Ensuite, quand il n'y a pas de preuves formelles dans la littérature, ce qui va être déterminant, ça va être évidemment les groupes d'experts. On va faire ça par consensus, donc ça va être clairement les experts qu'on va mettre dans les guidelines qui vont décider de ce qui va être noté. Et ensuite, il y a quand même le gros souci des liens d'intérêt, qui est majeur, puisque, on verra après, on est censé normalement dans les recommandations limiter les liens d'intérêt ou tout du moins les déclarer de manière transparente, et ça c'est relativement rarement fait selon les recommandations mises à disposition. Donc il y avait ce papier de Didier Raoult suite aux recommandations de Leslie qui posait notamment d'assez gros soucis de liens d'intérêt. Je vous conseille de lire le papier si vous ne l'avez pas lu. Et donc quand on regarde un petit peu la littérature sur comment faire en sorte que les recommandations, les guidelines scientifiques cette fois-ci, soient de qualité la plus élevée possible. Alors je ne suis pas du tout spécialiste sur est-ce que cette échelle est meilleure que l'autre, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais en tout cas il y a des choses assez largement utilisées, notamment il y a les critères grade, je ne sais plus ce que j'ai mis, voilà, ici. Donc ça en fait c'est la checklist grade, qui est quand même largement utilisée, même si ce n'est pas la seule, qui permettent aux gens qui veulent développer des recommandations de les développer selon les règles de l'art. Et donc il y a des guidelines, en fait, pour développer des guidelines qui sont mis au point avec plein de choses, comment vous faites le groupe, comment vous gérez les conflits d'intérêts, comment vous évaluez, comment vous mettez à jour, comment vous décidez, etc., etc. Et après, il y a aussi ça qui va très bien, qui est un peu comme les Reporting Guidelines Checklist que vous avez sur Equator, qui est en fait une checklist qu'on peut utiliser pour évaluer la qualité des recommandations quand elles sont parues. Et c'est plutôt pas mal fait et assez large, parce que vous avez, est-ce que les objectifs sont clairs, est-ce que la question posée, quelle est la population cible, quel est le groupe, la mission du groupe d'experts. Donc ça c'est assez simple. Bon, là c'est tous les trucs méthodaux, on va dire. Et bien ça, est-ce que ça a été revu à l'extérieur, par une consultation publique par exemple? Est-ce que la procédure de mise à jour est spécifiée? Est-ce que les recommandations sont claires? Est-ce qu'il y a des key recommendations? Est-ce qu'on a évalué les barrières à la mise en place? Donc il n'y a pas uniquement le développement des recommandations, mais également comment vous allez mettre
place quand vous allez faire en sorte que vos guidelines soient appliquées. Donc là aussi, quels sont les outils pour la mise en place, quelles sont les ressources, comment vous allez auditer la conformité et l'utilisation des indicateurs, et là, tout ce qui est l'indépendance éditoriale des recommandations. Donc, une fois que j'ai vu tout ça, c'est mon avis personnel, je pense à titre personnel, je vais faire juste là, qu'on a besoin de recommandations. Pas tant pour les experts, qui souvent sont en désaccord avec les recommandations sur les sujets qui ne sont pas evidence-based, mais pour les gens qui ne sont pas experts et qui ont besoin de quelque chose sur lequel se baser pour correctement prescrire les antibiotiques. Donc, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux. Il y a les recommandations pour les experts, où si tout le monde est d'accord sur la littérature, c'est assez simple. Souvent, c'est pas ça le cas, justement, c'est qu'on n'est pas d'accord parce que la littérature n'est pas assez concurrente. Et là, clairement, c'est sûr que les gens qui sont experts sur la question vont avoir des avis différents. Et à ce moment-là, on est plutôt dans le domaine de la recherche observationnelle prospective avec l'évaluation de l'impact sur les outcomes des patients de pratique. Et après, il y a les recommandations pour les non-spécialistes, où là, je ne vois pas comment on peut se passer de recommandations, sinon on aboutit à une variabilité des prescriptions qui est vraiment trop importante. Donc c'est deux niveaux de réflexion complètement différents. Donc je crois que si on a besoin des guidelines, il faut absolument améliorer la qualité et qu'il faut absolument une phase de consultation publique et de recommandation, ça paraît évident. Il faut que les guidelines s'attachent aussi à identifier des besoins en recherche à la fin des recommandations, parce que ça permet de faire gagner du temps à tout le monde. Et qu'il faut aussi, parce que ça c'est quand même aussi un problème, c'est pas un sujet, mais la qualité des travaux de recherche est quand même assez mauvaise. Quand on fait des revues systématiques de la littérature, de méta-analyse, on conclut toujours les revues qu'on a lues sont pourries, quoi. Ce qui est quand même un peu embêtant en 2016. Et je crois qu'il faut vraiment s'attacher, quand on fait de la bonne science, à regarder les reporting guidelines sur Equator et essayer d'être méthodologiquement le plus irréprochable possible. Et il faut vraiment aussi qu'on utilise les outils informatiques qu'on a à notre disposition et qu'on suive des cohortes de patients ayant une pathologie de manière prospective en se posant des questions pour justement évaluer les pratiques qu'on a et leur impact sur les caractéristiques des patients et les outcomes. Il faudrait dans l'idéal éviter la multiplication des guidelines sur le même sujet, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et une source de confusion pour les cliniciens, et essayer d'être un peu global avec idéalement un public friendly pour être indépendant de l'industrie, mais ça c'est un petit peu difficile à faire. Parce que développer des recommandations selon les recommandations des guidelines telles que je vous ai montré, ça demande un temps fou, ça demande des gens très experts et ça demande beaucoup d'argent. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'en général, il y a quelque part un financement par l'industrie pharmaceutique, et là, c'est impossible d'être indépendant. Un truc aussi qui me gêne dans les recommandations sur l'antibiothérapie, c'est qu'elles incluent très très rarement des rappels sur le diagnostic, et je pense que c'est une erreur, parce qu'il y a vraiment une grosse souci sur le diagnostic. Le PKPD est pris en compte de manière aléatoire, une fois c'est très bien, une fois c'est pas bien. Des fois, et même souvent, les antibiothérapie, il y a un énorme liste des cités, il n'y a pas direct de hiérarchisation, et il faut vraiment s'attacher à essayer de dire voilà la première intention, voilà telle allergie, voilà après selon votre épidémie les autres choix. Sinon, les gens en fait prescrivent la dovertapénène dans le péritonique communautaire, si on regarde les recommandations. Et il faut s'attacher aussi au durée de traitement et probablement essayer de réduire le plus possible et éviter des fourchettes 7-14 jours qui font que les gens prescrivent 14 et pas 7. Donc ça, c'est juste mon côté stewardship. Et là aussi, on est vraiment mauvais, c'est que les recommandations, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je les lis, déjà c'est 70 pages, pourtant c'est la spécialité, hein, je suis censée être intéressée, mais c'est atroce, c'est aride, mal fait, pas clair, trop long, et les gens loupent justement cette phase de à quoi ça va servir dans la pratique, et ils ne font pas en sorte que le format des recommandations soit applicable en pratique. Donc ça c'est vraiment un des gros problèmes des recommandations. Il faut aussi limiter les freins, vous avez vu, et donc pour moi dans un monde idéal, il faudrait une version courte, simplifiée, en plus de la version complète bien évidemment, mais avec deux versions différentes. Une version pour les professionnels non experts, donc le chirurgien qui se passe sa passion d'aller lire l'encéphalie, qui puisse avoir en 2 pages les trucs les plus importants pour sa pratique, et une version aussi pour les patients. Ça c'est plutôt les Américains qui font ça, mais je pense que c'est bien, notamment pour les associations de patients ou les patients qui sont capables d'aller regarder les recommandations. Idéalement, il faudrait que chaque fois qu'on développe des recommandations, on y associe une formation en e-learning mise à disposition gratuitement des prescripteurs, comme ça au moins ils sont au courant et peuvent se former sur les recommandations. Il faudrait qu'il y ait, et ça je pense que Jean-Charles sera d'accord, automatiquement une aide informatisée des décisions qui soit mise à disposition,
qui aident les cliniciens à mettre en application ces guidelines. Et ça veut dire qu'on a fait l'exercice avec Jean-Charles, on a fait l'exercice sur les infections urinaires communautaires, les recours de 2008. On a passé une semaine, je pense, si on est tout cumulé, à prendre le document qui faisait 60 pages et à faire un algorithme, ce qui est indispensable pour faire une aide informatique additive. Parce que les mots étaient tellement mal rédigés que des fois on avait des impasses, on n'arrivait pas à relier le schéma logique de l'arbre. Donc il faudrait, ce serait un bon exercice pour les gens qui font les robots, les obliger à faire cet algorithme et donc cette aide informatique des décisions par la suite. Il faut différents formats et ça doit être pensé dès le départ, notamment pour les applications smartphone, c'est brillant, on passe moins bien qu'Apple. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut mesurer l'utilisation des guidelines. Donc normalement, si on avait chacun une app, il faudrait voir si les gens l'utilisent, il faudrait qu'il y ait un feedback des utilisateurs. Nous, on ne l'utilise pas parce que, ou non, on n'est pas d'accord avec cette recours, parce que, pour pouvoir après modifier les recommandations en fonction de la vraie vie des utilisateurs. Et enfin, il faut vraiment qu'on s'améliore sur les études prospectives multicentriques qui évaluent les pratiques avec des vrais indicateurs de processus et de résultats, notamment pour tous les cas où il n'y a pas d'évidence space, c'est quand même la majorité de la vie en maladie infectieuse. Et il faut qu'on s'attache aussi à évaluer les raisons de non-conformité aux guidelines, parce que c'est pas parce que c'est non conforme que c'est pas bien. C'est juste qu'il y a des raisons pour le faire et il faut les explorer. Et voilà. C'est ouvert à la discussion. Il y a plusieurs points, je pense, de la discussion. Le point, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité française à respecter les guidelines. Moi, j'ai été frappé, tu sais, j'ai toujours des arguments. Moi, j'ai été frappé quand j'étais interne. Les deux premiers choix, c'était maladie infectieuse et hématologie. Et j'ai été frappé et je me suis dit toute ma vie, j'essaierai d'amener le degré de rigueur que j'ai observé en hématologie, en maladie infectieuse. En hématologie, on soignait tous les Hodgkin pareils, toutes les leucémies pareilles, donc il n'y avait pas de variation en fonction de la pathologie, c'était l'interne qui soit l'un ou l'autre, que l'assistant soit l'un ou l'autre, c'était que tout était protocolisé. Et donc, c'est pas les Français, c'est les Français qui ont inventé ça. C'est Jean Bernard qui a inventé ça. Donc, simplement, ici, on avait un élève de Jean Bernard qui était Carcassonne, et donc toutes les pathologies étaient traitées d'une manière. Il y avait un protocole pour tout, c'était pas très compliqué. Il y avait le Hodgkin en fonction du stade, lymphome non Hodgkinien, le leucémie aiguë lymphoblastique, myéloblastique, etc. Donc, c'est pas la France qui est réticente à ça, c'est les maladies infectieuses. Et dans les maladies infectieuses, donc la rigueur, dans ce domaine-là, la néphrologie, ça a été inventé en France. Et ce qui s'est passé dans les maladies infectieuses, d'abord, on n'a pas eu de leadership, on n'a pas eu il n'y a pas eu l'équivalent de Hamburger ou de Jean Bernard, il n'y avait que des couillons, qui se sont complètement détachés de l'international, c'est Claude Bernard, et de la science. Et donc, on est arrivé à un champ qui était entièrement désert et qui s'est fait prendre d'assaut par l'industrie pharmaceutique. Et je peux te dire, que ce soit ton maître, moi je me rappelle, les dernières fois où j'ai discuté, j'avais créé l'association des infectiologues du Sud-Est, une fois on avait mis les septicémies à Staphylocoque d'Europe. Eh bien, Pierre de la Monica avait présenté sa série, sur une série de 15 septicémies qu'il avait. Il n'y en avait pas deux qui étaient traités de la même manière. Parce qu'il avait traité en fonction des molécules qui arrivaient, il avait traité avec une molécule. Ce qui veut dire que son degré d'expérience n'était pas plus grand que 15 ans avant, parce qu'il n'avait jamais utilisé le même protocole et j'avais jamais évalué, jamais étudié les causes d'échec. Et donc ça, c'est toute la France a été, en réalité, c'est ce moment-là, il y a eu une corruption avec les antibiotiques en France qui a été inouïe. Et donc, l'instabilité thérapeutique, c'est qu'il y a des générations de gens qui ont vu, moi je t'assure, chez mon maître en maladie infectieuse, tous les 3 mois, on changeait la molécule qui est le truc, mais il faut voir ce qu'ils faisaient. Ils arrêtaient le traitement en cours, vous en mettez un truc, et puis ils le protocolaient, ils inventaient la moitié des résultats. Donc quand tu enseignes à des générations, pendant 20 ans, des générations d'infectiologues ont été formés comme ça. Donc après, maintenant, c'est ceux qui sont matures maintenant. Donc, et tous ceux que tu connais comme professeurs, ils ont tous été comme ça. Moi, j'ai refusé de faire les études multicentriques parce qu'elles étaient toutes inventées. D'accord ? Moi, je l'ai vu dans mon service, mais mon copain Massy qui était chez Armingo, c'était pareil, le samedi, truc, tiens, on n'a pas fait de transaminase, on rajoute ça, on n'a pas fait. C'est comme ça, c'était ça les études multicentriques, payées par la métier, d'accord ? Donc après, les générations formées comme ça,
c'est spécifique des maladies infectieuses. Moi, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, c'est là qu'il y a eu une pression maximale. Moi, je n'ai pas vu ça dans d'autres domaines, dans d'autres spécialités. Je n'ai pas vu ça en diabétologie, je n'ai pas vu ça en hématologie. Donc, ça, c'est un truc. La deuxième truc, moi, je suis entièrement d'accord. Il y a eu un vrai problème qui n'est pas qu'ici non plus, et qui est celui des guidelines en général. Souviens-toi, c'est sûr que ce français, mais au tout début aux États-Unis, quand ils ont commencé à faire les premiers guidelines, qui étaient déjà subventionnés, mais qui étaient les premiers guidelines, tu avais une alternative. Et puis l'industrie s'est mise dedans, et donc chaque année tu l'as vu grossir, et on a rajouté une alternative, Et à la fin, tu avais tout. C'est-à-dire que c'est plus les guidelines, c'est tout. Donc à la suite de ça, c'est un peu le sens de ce que je veux dire. Je ne pouvais pas aller jusque-là parce que je co-signais ça avec Lunard et que déjà ça a failli faire exploser les Smith de dire qu'il fallait regarder si l'équipe avait des conflits d'intérêt avant de leur faire signer les guidelines, si tu veux. Globalement, et c'est ce que je te disais, moi je crois plus maintenant. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il faut faire des guidelines sur les endocardites parce que je pense qu'il ne faut pas laisser les infectiologues standards traiter les endocardites. Je pense que c'est des trucs de centres spécialisés, que la mortalité est trop importante qu'on la laisse dans les services généralistes, sans chirurgie cardiaque. Mais globalement, nous, on est en train de faire un truc. Moi, je crois beaucoup plus à des recommandations faites par un expert à un endroit donné, plutôt que d'essayer de mettre d'accord des experts sur des données qui ne sont pas établies. Moi, je prends 3 exemples qui sont les rares communications du ministère de la Santé en France, dont je passe mon temps à dire le plus grand mal. C'est sur les angines, on parle. Les angines, en réalité sur l'épidémiologie, on a des difficultés considérables parce que nous, on a fait ça avec Sophie, on a testé beaucoup d'angines. Il y a des gens qui trouvent plein de fusobacterium microforum. Nous, on en trouve autant chez les porteurs que chez les angines. Les streptos, il y en a un peu plus dans les angines que dans les porteurs, mais de toute manière, une angine à strepto, si elle n'est pas compliquée, bon, personnellement, je ne vois pas pourquoi la traiter. Il n'y a pas de rhumatisme articulaire aigu. Donc, première recommandation, le streptotest, ça ne sert à rien. Qu'il faut traiter, c'est les angines qui risquent de faire des phlegmons, voilà, les angines graves. Deuxième recommandation, on ne traite pas les infections virales avec des antibiotiques. Alors ça, c'est une énorme connerie parce qu'ils meurent de ça, qu'ils meurent d'infections bactériennes. Là, ils sortent des papiers. Donc ça, c'est de la méconnaissance. C'est-à-dire qu'on fait, à partir de choses qu'on ne connaît pas, on fait des déductions. Il est sorti un truc sur les hospitalisations à VRS des gosses. Les gosses qui sont hospitalisés avec une infection à VRS, dans 10% des cas ont une bactérienne. 10%. C'est-à-dire que le fait d'avoir un VRS, c'est une indication formelle d'antibiothérapie. D'accord ? Donc c'est le concept à partir de quoi est basé sont faux. Le troisième truc, tu le sais bien, c'est la grande bagarre en termes de recommandations sur NICE et la prophylaxie. Tout ça est basé, comme le rhumatisme articulaire aigu, on n'a même jamais démontré que l'antibiothérapie empêchait la première poussée de rhumatisme articulaire aigu. On n'a jamais démontré que l'antibioprophylaxie servait à quelque chose. C'est quand même les antibiotiques les plus prescrits du monde. Et tout ça, ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est des confrontations qui est qu'on n'a même pas analysé la rationalité au départ. Et donc, je ne sais pas si tu as vu ça aussi, c'est parce qu'il n'y avait pas de contrôle négatif. Si on avait fait des contrôles négatifs depuis le départ, on saurait qu'il ne fallait pas le faire. C'est des études, oui. Hein? C'est des études, oui. Avec les experts qui sont leaders, et qui font facilement. Oui, même pas, c'est fait il y a 50 ans, on faisait pas la déduction, le sens de la déduction, pour le rhumatisme articulaire aigu, ça c'est des choses qui m'intéressent, ça a 60 ans. Ça. Pour le rhumatisme articulaire aigu, on savait que c'était lié au streptocoque, en particulier parce qu'on voyait les rechutes. Et on savait qu'on pouvait éviter les rechutes si on faisait du traitement continu. Parce que les infections à streptocoque ne sont pas toujours symptomatiques. Et donc, si tu fais du traitement continu, tu évites les rechutes. Mais quand il y a une étude française, je sais que c'est pas quelqu'un que j'ai une immense estime, mais c'est Stahl qui l'avait faite, tu l'as dit bien, c'est la dernière étude qui a été faite. Elle a été faite par la SPIF. Il y avait 20 rhumatismes articulaires aigus qui avaient été trouvés en France en interviewant tout le monde sur 10 ans. Et ça à 25 ans, moins que ça. Donc on voit déjà ce que c'est l'ampleur du problème. Là-dedans, il y en a la moitié n'avait jamais eu d'angine. Et dans la moitié qui avait eu des angines, il y en a la moitié qui ont reçu des antibiotiques. Si avec ça, tu arrives à déduire qu'il faut donner des antibiotiques dans les angines à septo, tu es fort. Tu vois, c'est pas vrai. Donc, et ça, si tu reprends la littérature, parce que quand j'écris des choses comme ça, comme je sais que je suis contre tout le monde, je me doute bien qu'à la fin, les gens vont regarder, je fais la littérature, je la fais la littérature. Et je remonte au début, et au début, c'était juste une opinion. Et puis cette opinion, petit à petit, s'est solidifiée, et c'est devenu un rite, comme la prophylaxie. La prophylaxie, moi je me rappelle, c'était un de mes premiers problèmes de recherche. Quand tu regardes les bactériémies faites au hasard, ou les bactériémies après, quand les gens se lavent les dents, moi je chewing-gum, c'est plein de strepto. En fait, si tu peux pas, sauf à faire, ou bien tu fais comme pour le rhumatisme, les rechutes de rhumatisme articulaire aigu, tu fais l'antibiothérapie à vie. Mais tu vois. On n'avait pas la même perspective dans les années 50-60 que maintenant. À l'époque, années 50, c'était les antibiotiques sont miraculeux, on sauve des vies, ils n'avaient pas le problème de la résistance en tête. Donc le bénéfice-risque n'avait rien à voir avec ce qu'on a maintenant.
maintenant, le niveau de preuve et les méthodes, c'est pas pareil. Et effectivement, plus on écrit des trucs dans la littérature, plus on pense que c'est la vérité sans aller vérifier le papier princesse. Mais globalement, nous, ce que tu racontes, c'est exactement ce qu'on fait. C'est pour ça que je suis content de la petite. Voilà. Donc, mais on fait beaucoup plus ça que toi. Donc, dans le nouveau service de maladies infectieuses aiguës qu'on monte, il y a une alternative au traitement de base et on ne fait que 80% des infections les plus communes et rien d'autre. Là-dessus, on essaie de regarder l'adhésion qui est de l'ordre de ça, je crois 80% parce que c'est ça, Miss. Ah non, elle n'est pas là, parce qu'elle est là. Ni Marion, ni trucs. On est à 80% parce que les autres ne sont pas protocolables. Il y a 10% de non-compliance à quelque chose qui était une vraie indication. On vérifie maintenant une fois par semaine. Donc, a posteriori, on regarde. Mais il y a 5 protocoles. Point final, c'est tout. Donc, et du coup, on arrive à avoir une très bonne adhésion parce qu'on a 5 protocoles, point final. Voilà. Et le reste, eh bien, il faut réfléchir. On fait ça en malin ou dans les autres services? En malin ou dans les autres services? Pour l'instant, on fait ça dans le nouveau service de maladies infectieuses aiguës, c'est-à-dire qui est une hospitalisation très courte, de 3-4 jours. Et en même temps, on fait ça avec Michelet, si tu veux. Alors, eux, ils ont un niveau qui est inférieur, peut-être que Fred s'en souvient, de 53%. Mais c'est pas mal. Par rapport à non, mais pour un truc qui commence, si tu veux, c'est pas mal. Il commence, on ne fait pas de truc, mais c'est effectivement la présence des infectiologues sur place qui fait que ça marche. Donc ils sont à 53, mais 53 de compliance générale avant d'avoir enlevé ce qui était des non-indications. Si c'est avec indication, ça va être très proche de 70%, c'est pas mal. Mais effectivement, c'est des trucs très simples, c'est les 4 ou 5 pathologies les plus communes, et puis on vérifie toutes les semaines que c'est fait, que c'est pas fait. Voilà, ça marche bien. Et moi, je trouve que les gens aiment adhérer. Enfin, je n'ai pas trouvé que c'est une époque dans laquelle les gens sont plutôt d'accord qu'il y ait une rigueur soit simple et que voilà. Tout ce qui fait que les gens ont une vie plus facile, ils aiment. Mais tu ne peux pas jouer ce jeu et en même temps faire de l'expérimentation en changeant tous les 3 mois de molécules. La recherche, ça va être dans les services de malin. Oui, mais c'est ceux-là qui forment les autres. Ce que je te dis, si tu veux, moi j'ai vu pendant 30 ans des infectiologues formés à rebours, tous les esprits étaient tordus. Pour revenir sur un truc aussi tordu, c'est compliqué. Si tu veux, comme il y a un service dans lequel tu changes de protocole tous les 6 mois parce que c'est pas de la science que tu fais, tu fais de l'entertainment et puis ça te paye le prochain congrès, quoi. C'est pas de la science. Je suis d'accord. Je sais pas si c'est propre aux infectiologues parce que j'avais l'impression quand même, quand je passais dans les services, que d'ailleurs aussi j'étais pas très bon en recommandation, mais je suis peut-être passé dans des centres différents. Et je me rappelle ce que les étudiants en médecine disaient quand je faisais la visite, ils me disaient ah, mais vous êtes la seule à me parler de la littérature. Ça m'inquiète beaucoup. Les autres parlaient de ce qu'ils faisaient habituellement, ils sortaient jamais un guide, ils parlaient jamais d'une étude. Donc oui, on est coupable en tant qu'enseignant si on n'est pas des modèles pour les autres. Comme je l'ai dit, je leur dis toujours d'aller regarder Up to Date. Donc ça marche très bien. C'est vrai, Bicep, ça marche très bien. Regarde Up to Date, ça marche très bien. On a connu une inflation des antibiotiques qui a conduit à un certain nombre d'idées qui sont venues au niveau des cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a très peu de nouvelles molécules. Le contraire, on va disparaître des molécules essentielles. Quelle est ton action à toi? Parce que c'est une théorie. Au niveau international, par exemple. Donc on parle des vieux antibiotiques, c'est-à-dire les antibiotiques existants comme la pénicillin, la pénicilline, la nitrofurantoïne, etc. Et donc on avait fait un papier avec ESPER, le groupe européen sur les politiques antibiotiques en 2012 dans CID, où on avait montré qu'en fait ces vieux antibiotiques n'étaient pas disponibles dans tous les pays en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, et qu'en France on était parmi le pays qui en avait le plus, lié à plein de caractéristiques du marché pour les industries en France. Et qu'en fait, non seulement il y a un problème de disponibilité, c'est-à-dire de mise sur le marché, plus il y a aussi, et ça c'est un papier qu'on va faire cette année, un problème de rupture de stock. Je pense que vous le vivez au quotidien, on n'a plus de Fosfodil, on n'a plus de Pénigirotar, on n'a plus de péniganivé, etc. On n'a plus d'oxycycline, pardon. On n'a plus d'oxy, c'est la répétition. Donc ça, en fait, comme, enfin, je sais que ça se tient un cœur aussi, vous avez écrit des papiers là-dessus, on essaie vraiment au niveau national et au niveau européen de faire bouger les choses, donc on en parle à l'agence médicale en France, au ministère, au niveau européen on en parle à la Commission européenne, à l'ECDC, à WHO Headquarters, enfin on essaie de faire du bruit, y compris avec les SMID, pour essayer de faire changer les choses, parce qu'en fait c'est juste un problème d'autorité de santé. L'idéal, ce serait en fait que les autorités de santé, par exemple au niveau européen, aient un funding spécifique, demandent à un
fabricants génériques en fait, pour faire ces molécules qui sont pas du tout compliquées, qui sont dans le domaine public, et assure un prix minimal avec des achats d'un certain nombre de molécules, et tout le monde aurait pu se produire en Europe. Et après, on peut faire aussi la même chose au niveau international. Donc, en fait, là, mon message, c'est tous ceux qui sont des leaders d'opinion qui ont un impact sur les autorités de santé. Je pense que c'est notre devoir de faire remonter ça. Moi, j'étais à une réunion de la Commission européenne où je représentais l'ESCRI en février. Donc, c'était Round Europe qui évalue en fait, le plan de la Commission européenne qui voulait avoir du feedback de professionnels. Et quand je leur ai dit, mais vous savez, il y a un problème crucial pour les cliniciens, c'est qu'on n'a plus les antibiotiques existants, ils disparaissent du marché, ils sont en hauteur de stock, personne n'est au courant. Quoi. Donc, j'ai réussi à le faire noter dans le rapport. Donc, en fait, le problème, je suis filmé, le problème, c'est que la pression actuellement du stewardship, c'est les industriels qui la mettent, et les industriels, ils veulent des nouveaux antibiotiques mieux remboursés, comme les antifongiques, et des nouveaux diagnostics qui soient mieux remboursés. Et payés, surtout payés par les États, parce qu'il n'y a pas de niche actuellement. Oh, j'ai écrit ça, quand les gens me disent. Après, le problème, c'est que les experts déconnent beaucoup. J'espère que tu n'as pas signé ce truc. Le ministère de la Santé a communiqué sur le rapport Carlet. On est à 12 500 personnes en France qui meurent à cause de la résistance. Donc, si tu veux, c'est du déconnage. Nous, à Marseille, on a fait une étude exhaustive. Sur les 3 dernières années, il y a 0 mort imputable à une bactérie résistante. 0 à Marseille. Donc, comment vous voulez avoir 12 500 dans un pays? C'est impossible. Mais le message, c'est que comme il n'y a pas de niche écologique pour les médicaments, ils voudraient développer les antibiotiques en étant sponsorisés par l'État parce que ça n'est pas rentable. Parce que comment vous voulez faire un truc s'il y a, ce que nous on estime, peut-être 50 morts en impasse thérapeutique, pas en méconnaissance, en impasse thérapeutique en France par an, vous n'avez pas de marché avec ça. Et donc il y a un vrai truc, c'est que d'abord, c'est une des raisons sur lesquelles je me méfie. C'est 2 métiers différents. Il faut avoir 2 cases différentes qui sont complexes. La case d'enseignement et de teaching, c'est une case de simplification extrême. Et on doit la faire cohabiter avec le fait qu'on sait que c'est faux et qu'il faut voir à partir de quel moment cette simplification devient un contresens. Moi, je prends un exemple qui m'a frappé aussi dans les vieux médicaments, que tu as peut-être vu qu'on a publié, c'est dans cette salle que ça s'est passé. Je crois que c'est le 2e cas de tuberculose XDR qu'on a eu. On a dit avec Michel, à Philippe, attends, on est con comme tout, il faut qu'on commence par tester les antilépreux, parce que ce qu'il y a juste à côté, les gens qui font du BK, ils sont idiots, ils font que du BK depuis 30 ans, ils réfléchissent à rien du tout, ils n'ont même pas regardé juste en faisant un petit pas de côté, c'est-à-dire la bactérie qui est la plus proche de Mycobacterium tuberculosis, qui est Mycobacterium leprae, elle est traitée avec des antibiotiques qui n'ont rien à voir avec la tuberculose et personne ne l'a testé. C'est incroyable. Et donc les tuberculoses XDR, ça n'existe pas, c'est un fantasme, parce que la minocycline, ça marche. Donc il faut avoir la minocycline injectable, il faut avoir du Lamprène, et puis on traite très bien la tuberculose XDR, il n'y a plus de tuberculose XDR. Donc c'est pareil pour les, tu vois bien ce qui sort sur la minocycline, sur les Klebsiella, sur les acélétaux, il y a 80% qui sont sensibles. Ça c'est Greg qui a fait ça, 80% sont sensibles. Simplement, il y a une grande ignorance actuelle, il y a les médicaments qui sont oubliés, et puis personne n'a intérêt à les ressortir parce qu'il n'y a pas de marché. Déjà qu'il n'y a pas un gros marché. Si en plus on ressort, si tu veux, les molécules qui marchent sur les problèmes actuels, alors c'est un vrai bordel. C'est ça. On met à mal le business model que l'industrie veut faire promouvoir et qui vont réussir, à mon avis, à faire promouvoir. Et en plus de ça, il y a des gens, je ne veux pas citer de nom parce que je suis filmé aussi, si tu veux, dans ce rapport, il y a des gens qui ont été nourris, engraissés, si tu veux, aux produits, aux antibiotiques commercialisés, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a plus à manger, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont une addiction, si tu veux, aux molécules nouvelles qui entraînait quand même qu'il y a un certain nombre d'infectiologues de la génération, la mienne et puis des gens dessus, qui voyageaient en première classe dans les 4 coins du monde, même sans savoir parler anglais, qui faisaient chairman dans les congrès internationaux. Il n'y a pas ça, parce que... Non, un enseignant, je me rappelle, ça m'avait frappé, c'était un enseignant qui ne parlait pas un mot d'anglais, et était chairman dans les trucs internationaux, et ils m'ont dit, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas ce problème, il y a aussi l'humain au niveau psychologique, et je vois quand je parle aux journalistes ou j'essaie de communiquer sur le bon usage, ils sont fondamentalement attirés par ce qui est nouveau. Et ça, c'est l'humain. Et donc, les nouveaux antibiotiques, ça parle à un journaliste, ça parle à un patient. Ce qui est nouveau, ce qui est dans... Et de leur dire, on peut faire aussi bien avec des vieux trucs, ou des trucs qui existent, ils ne croient pas. Et c'est pas porteur. Et ça, c'est un petit peu défabriquer ce mythe du nouveau. On a un débat comme ça, très violent avec les endocardites, qui sont vraiment nos trucs, si tu veux, qui est complexe parce que quand ils passent en réanimation, alors réanimation c'est un bordel. Alors là, on peut pas dire, oh, c'est ta description, la réanimation sur la thérapeutique, alors là, ils changent tous les jours, peut-être, enfin, la plupart c'est tous les jours, il y a un responsable qui change, il change d'antibiotique. Donc
Tu peux avoir 7 jours, 7. Et alors, les nouveaux antibiotiques, ça y va. Et eux, c'est une année qu'ils sont encore très nourris. Partie d'entre eux encore très nourris. Nous, on refuse maintenant, on a décidé depuis un an, on refuse de faire des tests de non-infériorité pour les antibiotiques. Donc il n'y a plus d'essais. Puisqu'il n'y a rien qui sert à quelque chose. Donc il n'y a plus d'essais. Il n'y a plus d'essais thérapeutiques avancés sur les antibiotiques. Mais dedans, une fois, on a eu ici un psychodrame, et ça s'est résolu. C'est comme ça qu'on fait que maintenant ils arrivent, au moins quand la responsable de la RELA est là, ils arrivent à continuer les traitements. Elle a dit, mais enfin Didier, c'est impossible que tu me dises que les anciens antibiotiques sont aussi bons que les nouveaux antibiotiques. Mais attends, regarde les chiffres, on a les taux de mortalité les plus bas du monde. Arrête. Il n'y a pas d'antibiotique qui est moins de 20 ans. Mais je suis d'accord, hein, c'était ma co-interne en réanimation. Alors, je peux te dire, je connaissais bien. Donc il y a un truc qui est ça, effectivement. Et la psychologie. Oui, c'est des escroqueries. Oui, et la psycho. C'est escroqueries. Les gens se font escroquer, on leur vend que ça marche mieux. C'est comme ça. Mais tu as eu un truc de Philippe Even, qui est terrifié. C'est tout le monde. Donc ça, c'est aussi à nous de bien expliquer aux étudiants que les antibiotiques existants sont aussi... C'est comme le relais UV-Péros, c'est un autre sujet. Il y a le mythe du UV qui est le Péros, et c'est n'importe quoi. Les critères publiés dans la littérature, moi, ils me rendent folle, c'est nul. On peut passer Péros, quasiment 90% des patients qui peuvent aller, sans aucun souci. C'est pas du tout ce qui est en pratique. Et nous, c'est pareil, on l'a mis dans toutes nos recommandations, c'est que du Péros, sauf si des trucs. Et là, c'est pareil, on fait une étude toujours sur le milliard, si tu veux, on regarde, on évalue en arrivée des urgences, si tu veux, quelle est la justification des cathéters sanguins urinaires. C'est absolument énorme. C'est 90% du film. Non justifié sur les 3 paramètres, hydratation, risque de choc ou nécessité absolue d'un traitement à travailler. C'est rassurant de voir que les plus jeunes pensent la même chose, c'est rassurant. Je ne sais pas, moi je pense que c'est le deuxième niveau après toi. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire avant même d'envisager l'informaticien en réalité. Pas vraiment, parce que je pense que la génération des médecins qui arrivent n'est pas la même que ma génération, qui est avec son smartphone. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de clarification des guidelines. C'est ce que tu disais, c'est les travaux qu'on a fait. Moi, j'ai fait même, quand je travaillais avec. J'ai eu une expérience avec le Vidal. Là, au Vidal, ils font un peu ce que tu décris. C'est-à-dire qu'ils font un schéma systématique, des Vidal locaux et puis du texte, on va dire. Et l'HAS s'y met aussi d'accord. Et je me rappelle, on a vu un travail avec Vidal et les gens de l'HAS où tout était d'inventer le guide de bonne pratique sur la smoking system, l'arrêt du tabac. Et en fait, en 2017, personne n'était d'accord sur la définition des concepts sans aller chercher l'algorithme sur le terme même de fumeur. Et cette personne qui était complètement en désaccord sur qu'est-ce que c'est qu'un patient fumeur. Et donc, avant même de commencer à informatiser, ce que tu dis, il faut déjà clarifier les notions qui sont dans les guidelines. Et pour revenir sur ce que tu as montré, il y a un truc qui était frappant aussi, c'est que dans certains centres dans lesquels les guidelines ne sont pas donnés des scores très, très intéressants, moi j'ai eu quelques petits retours parce que j'ai vu des internes en consultation stage ou autre. Et il y en a pas qui m'ont dit en fait, ils sont tellement. Ouais, Tu vends la même chose. Ah non, c'est genre plusieurs. C'était pas Nice, quoi. Je travaille avec un statisticien. D'accord. Donc, il y en a plein qui m'ont dit, quelques-uns qui m'ont dit, mais en fait, ils sont tellement peu habitués à voir les guidelines, ils croyaient que c'était des études épidémiques. Je sais. Donc, en fait, ils voyaient des trucs qui surgir, et ils croyaient que c'était des questionnaires à leur poser pour pouvoir faire une étude épidémique, c'était des recours sur les traitements qu'ils allaient faire. Il y a un autre point, si tu veux, qui est un point qui est effectivement social, qui fait que je suis radicalement hostile aux guidelines, qui est que je ne crois absolument pas au consensus. Je pense que le consensus, si tu veux, quand tu fais du consensus, en réalité, ça veut dire que, alors ça s'améliore un petit peu parce que maintenant, et du coup, ça complexifie les choses, c'est-à-dire, attention, voilà quelles sont les opinions minoritaires. Moi, je leur donne souvent Minority Report. Faites attention, c'est pas parce que vous êtes minoritaire que vous êtes tort. Ça n'a rien à voir. La connaissance, c'est pas la majorité. D'accord? Et donc, moi, je préfère, c'est pour ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire sur les endocardites. Moi, je préfère qu'on dise, écoutez, voilà, tel et tel leader dans son domaine, voilà ce qu'il fait, voilà ses recommandations, qui n'ont rien à voir avec les guidelines.
Donc, moi, mes recommandations, je ne m'y retrouve pas dans les guidelines. Donc, et mes recommandations, c'est celles sur ces maladies sur lesquelles j'ai travaillé, ou sur lesquelles on a fait une bibliographie, ou sur lesquelles on a travaillé. Et elles ne sont pas susceptibles d'être nécessairement miscibles avec celles, y compris de Pierre Vermonica, ou y compris de Stahl, tu vois ce que je veux dire. Donc, il est extrêmement... En plus, bien entendu, il y a quelques spécialistes scientifiques des guidelines, mais beaucoup de ces gens qui font des guidelines sont plutôt des gens disponibles que des scientifiques. C'est des gens qui ont du temps à faire ça. Et à la fin, moi je refuse maintenant systématiquement, ça fait une dizaine d'années, je refuse de rentrer là-même, y compris dans mon propre domaine, de rentrer dans des trucs de consensus, parce que je ne veux pas, moi, être d'accord avec les gens. Je veux dire ce que moi, je crois ou je sais, bon, y compris parce qu'il y a des choses qui ne sont pas publiées dans la littérature, parce qu'il n'y a pas de données significatives de la littérature, et que 20 ans d'expérience, c'est quelque chose qui est indicible, qui n'est pas vérifiable. Donc, la différence entre, il y a des domaines entiers dans lesquels, une fois que tu as trié, que tu as dit, bon, écoutez, vous donnez macroline ou des bêta-vitamines dans la pneumopathie, une fois qu'on a dit ça, quand on rentre dans le détail de ça, en réalité, il ne peut pas y avoir de consensus, sauf que, eh bien, on fait des consensus artificiels. Ce que tu montres, en réalité, ce que nous, on montre là, dans le truc, c'est que les gens qui étaient dans les guidelines, rédigés pour l'Europe ou pour les États-Unis, ne respectent pas les guidelines qu'ils ont écrits eux-mêmes. Donc ça veut dire que c'est le principe du guideline consensuel est un faux principe, c'est pas vrai. Il vaut mieux dire, voilà, moi je fais ça, et tu mets à côté les uns des autres, écoutez, voilà, et si tu veux après, tu fais une méta-analyse en disant, voilà, le consensus, ce que font le plus souvent les gens, c'est ça, ce que font le plus souvent, mais on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus lisible, si tu veux, que de faire des guidelines avec des gens qui sont plutôt pas des experts, qui ont du temps à perdre et qui se mettent d'accord à la fin sur le plus petit commun dénominateur. Il y a une part de mais après, moi je l'aborde un peu comme vous le dites pour la pédagogie et la science, c'est-à-dire que les recommandations pour les non-experts, c'est une simplification et il faut juste éviter les creuseurs. Mais après, il y a ce qui relève de faire des recommandations basées sur des preuves et l'expérience et les évaluer de manière prospective, qui est plus une approche différente, que moi personnellement j'utilise aussi, et qui est notre façon d'aborder les problèmes. Après, je crois de manière pragmatique, ce qui est important pour le clinicien non expert, c'est d'avoir des recommandations claires, accessibles, pratiques, qu'on évalue. Et après, une fois qu'on a ça, qu'on les fasse par le consensus qui, effectivement, est comme la démocratie, c'est-à-dire à baisser le niveau, ou qu'on le fasse de manière plus élitiste, basée sur son expérience de la littérature, je pense qu'au final, probablement, si on évalue les choses, ça doit faire assez peu de différence. Si on évalue, qu'on modifie. Mais souvent, le problème, c'est que les gens n'évaluent pas tout ça. Moi, je peux te dire, sur les endocardites, quand tu évolues, c'est du simple quadruple. La mortalité, hein. La mortalité. Entre les recommandations ESC et les recommandations récentes? Entre les équipes, d'abord, oui, avec quelque chose que je te disais qui est quand même l'inverse de ce que tu dis. Il faudra que tu le rajoutes, ça Fred d'ailleurs, c'est important, c'est l'inverse de ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'on a une tendance, on est à 0,8, 0,08. On a une tendance à avoir une mortalité plus basse quand on ne respecte pas les guidelines officielles. Et on va laisser le 2009 ? Dans les endocardites, la mortalité est inversement proportionnelle au suivi des guidelines Europe-États-Unis. Et vous avez regardé les trucs à côté, parce que le problème c'est que ça suffit. Enfin, regardez que la conformité aux causes, c'est qu'une petite partie du tiers. Je suis d'accord, mais par rapport. Oui, dans le tiers, mais dans les détails. Mais je suis d'accord, mais ce que tu dis, c'est en général, ça dépend pourquoi. Moi, je suis d'accord que pour les pneumonies, si tu veux, si tu suis les recommandations, tu as plutôt un meilleur que à peu près n'importe quelle recommandation. C'est pas, moi, je sais pas si toi tu sais s'il faut commencer par les macrolines ou les bêta-vitamines. Mais moi, j'ai compris mon meilleur ami, c'est Tom Marie, il fait ça depuis 30 ans, je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut en donner un des deux, et ça marche pas. Au bout de 24 heures, on change. Voilà. C'est le raisonnement le plus simple. Après ça, je ne donne pas de kilomètres. Après ça, si tu veux, ce qui est très intéressant dans les endocardites, c'est que ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et bien entendu, c'est des facteurs qui sont... Il y a beaucoup de facteurs confondants, en particulier la chirurgie. Ce qui sauve les gens, c'est la chirurgie cardiaque. Mais ça veut dire qu'on fait des guidelines dont on sait qu'ils n'ont pas d'impact sur la mortalité, sur les endocardites. Les endocardites sont le meilleur comparaison, puisqu'elles sont quasiment pas basées sur la littérature au niveau de preuve. C'est du consensus d'experts, le endocardites. Donc c'est quand même très différent des autres pathologies où là... Donc c'est pas sûr que le consensus des experts moyens soit meilleur que l'opinion d'experts. Ça ne choque pas du tout. Isolé. Ouais. Surtout tout le reste qui est les concertations multidisciplinaires, la prise en charge diagnostique n'est pas mesurable par les guidelines. Ça fait partie des autres facteurs associés et qui sont déterminants.
Très bien. Merci encore.